de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Alerte sur la sécurité nationale. Des étrangers tentent d'obtenir des passeports camerounais grâce à des cartes nationales d'identité frauduleuses. Le Centre régional de traitement des titres identitaires a sonné l'alarme sur l'utilisation de faux documents, notamment par des étrangers nigérians, pour obtenir illégalement un passeport camerounais. Dans une note de service datée du 28 avril 2025 adressée à ses collaborateurs, le chef par intérim du centre de Yaoundé met en garde contre la fraude de la nationalité camerounaise qui pourrait entacher la réputation et l'aura que prend la délivrance de la nouvelle CNI. Quelle menace pour la sécurité nationale et l'intégrité des institutions si les mesures de contrôle et de vérification de l'authenticité des actes de naissance et des certificats de nationalité annoncés ne sont pas bien menées? Comment comprendre cette facilité avec laquelle des étrangers acquièrent illégalement des titres identitaires au Cameroun? On aura les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. En ouverture, il s'appelle Léon XIV, le nouveau pape de l'Église catholique romaine. Le cardinal Robert Francis Prévost, 69 ans, est devenu ce jeudi 8 mai 2025 le 267e chef de l'Église catholique romaine au Vatican. D'origine américaine, il a été élu à l'issue du deuxième jour de conclave des cardinaux à la chapelle Sixtine. Lors de sa première prise de parole sur le balcon de la basilique, le pape Léon XIV a lancé un appel à tous les peuples en promettant de faire de l'Église catholique romaine une Église en marche, une Église de charité proche des personnes en souffrance. Fondre Marquez. Robert Francis Prevost, today known as Pope Leo XIV, was born on September 14, 1955. He is an American Catholic prelate who has been head of the Catholic Church and sovereign of the Vatican City-State since 8th of May 2025. He served as prefect of the Dicastery for Bishops and president of the Pontifical Commission for Latin America since 2023. He previously served as Bishop of Chiclayo in Peru from 2015 to 2023 and was Prior General of the Order of St. Augustine from 2001 to 2013. In 2015, Cardinal Prevost became a naturalized citizen of Peru as confirmed by Peru's National Civil Registry. On May 8, 2025, he was elected Pope, choosing the papal name Leo XIV. Born in Chicago, Prevost spent the early part of his career there working for the Augustinians. He served in Peru from 1985 to 1986 and from 1988 to 1998 as a parish pastor, diocesan official, seminary teacher and administrator. He was made a cardinal in 2023. In 2023, Pope Francis appointed Prevost as prefect of the Dicastery for Bishops, a prominent role that elevated his profile as a potential Papa candidate. Since Francis' death, Prevost had been called Papa Bile, a leading candidate for election. Et pour en parler, on reçoit le père venant, Boris Ntouda Elundou, curé de la paroisse Saint-Hippolyte de la cité Sade à Douala. Il est l'invité du journal. Mon père, bonsoir. L'Église catholique a donc un nouveau pape, le 267e pape. Le souverain pontife est connu depuis cet après-midi. Il s'appelle Léon XIV. Comment l'Église catholique de Douala et de votre paroisse précisément a accueilli cette grande nouvelle? Je parle à mon nom propre. Oui. Je n'ai pas consulté les autres chrétiens de la paroisse. C'est d'abord une grande surprise. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui ont été cités. Beaucoup de noms. Et avec, sans être chauvin, sans vouloir paraître chauvin, on a pensé à quelques cardinaux africains, Monseigneur, son éminent cardinal Sarah, son éminent cardinal Ambongo, Sarah qui a longtemps travaillé à la curie romaine, qui a été évêque à 34 ans, archevêque à 34 ans. 34 ans, et Monseigneur Ambongo, actuel archevêque de Kinshasa. Mais
nous avons été surpris par le choix des évêques, par le choix des cardinaux. Cela montre que c'est l'Esprit Saint qui gouverne l'Église, qui conduit l'Église. Et nous espérons que par celui qui a été élu, par ses confrères, les cardinaux, il va conduire l'Église vers la lumière du Christ, vers la vérité du Christ. Et nous sommes dans la joie, nous nous réjouissons et nous prions pour que son ministère soit fructueux. Et lors de son introduction et de sa première prise de parole, il a parlé de paix. Est-ce que, en revenant un peu sur des thématiques évoquées par l'ancien pape François, on peut dire que le nouveau pape s'inscrit dans la continuité des œuvres du défunt pape François? Alors, premièrement, il faut dire que le monde médiatique qui est le vôtre essaye par des mécanismes qui sont vôtres de créer parfois des polémiques là où il n'en existe pas. Tous les papes suivent la même lignée, à savoir successeur du Christ. Donc, aucun pape n'est successeur d'un pape, mais les papes sont tous successeurs de Pierre. Et Pierre, c'est Christ lui dit, nous avons lu encore dimanche dernier, Jean chapitre 21, suis-moi, quand tu étais jeune, on te mettait ta ceinture pour t'amener là où tu voulais parler. Quand tu seras vieux, on te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu voudras parler. Et par là, le Christ signifiait à Pierre par quel genre de mort il devait mourir, c'est-à-dire le martyr. Donc, tous les cardinaux, surtout ceux qui sont élus papes, alors suivent le Christ. Donc, celui-ci qui a été voté par ses confrères cardinaux papes, lui aussi va suivre la même lignée pour le bien de l'Église. Il ne travaille pas pour lui-même, mais il suit la lignée de l'Église pour le bien de l'Église. Si vous me permettez, oui. J'aimerais dire qu'avant 1100, l'Église n'avait pas une manière particulière en ce qui concerne l'élection des papes. Mais c'est plutôt en 1100, en 1059, que l'Église, à travers le pape, va décider de mettre sur pied, que les papes sont élus par les cardinaux, surtout évêques. 2, que le pape son vote n'est plus assujetti à l'empereur. Donc, désormais, à partir de cette époque-là, parce qu'avant, les empereurs pouvaient dire « nous ne sommes pas d'accord », et on n'accepte pas comme pape. Donc, à partir de cette époque, le pape, désormais, l'Église a voulu qu'il soit sous l'autorité de l'Esprit Saint. Et nous prions que celui-ci soit sous l'autorité de l'Esprit Saint, et nous croyons qu'il sera sous l'autorité de l'Esprit Saint. Mais revenons un peu sur la démarche, le conclave qui a commencé hier. On a tous assisté à ce conclave qui a d'abord produit une première fumée noire. Est-ce qu'il y a un signe? Est-ce qu'il a été différent, particulier? Quelle a été justement la particularité de ce conclave, contrairement à celui des autres papes déjà passés? Est-ce qu'il y avait un message derrière qui disait tout de suite que le pape qui arrive sera comme ci, va représenter telle image? Comment vous résumez la journée d'hier et celle d'aujourd'hui? La journée d'hier n'est pas différente des autres journées précédentes. Pourquoi? Parce que la première journée, les papes parfois font leur amitié. Parfois, on écrit un nom d'un ami qu'on estime beaucoup et on jauge. Et c'est au deuxième scrutin que les candidats potentiels se déclarent. Et si vous avez voté un pape, il a eu un nom. Et après, les autres ont voté, le vote n'a pas eu un autre vote. Vous comprenez que c'est une guerre perdue d'avance. Vous vous alliez derrière les autres. C'est ce que les papes ont fait. Donc hier, c'était une sorte de sondage. On a sondé. Et après, ce matin, premier vote, on a encore sondé. Deuxième vote, on a encore sondé. Et maintenant, dans l'après-midi, par l'Esprit Saint, on s'est rendu compte que l'Esprit nous appelait, moi, je ne suis pas cardinal, je suis un simple petit prêtre. Donc, l'Esprit nous appelait à choisir un pape. Et ce que les évêques ont fait. Donc, quand les papes, les cardinaux, autant pour moi, vont pour voter, beaucoup vont avec des ambitions. Mais arrivé là-bas, l'Esprit Saint leur dit, voilà celui que moi j'ai choisi. Maintenant, quitte à celui qui a été choisi de répondre à l'appel de l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas un vote des hommes, mais c'est surtout un vote guidé par l'Esprit Saint.
il y a beaucoup de règles qui régissent l'élection. C'est une liturgie, c'est une cérémonie, c'est une prière. Ce n'est pas comme le vote d'un président de la République, président de l'Assemblée, et j'en passe. Quand les cardinaux votent, on dit, première chose, écris le nom de manière qu'on ne reconnaisse pas votre écriture de main. Deuxième chose, qu'on ne reconnaisse pas l'écriture, mais aussi qu'on ne reconnaisse pas, que vous ne puissiez pas mettre votre propre nom. C'est quand même fort de ne pas mettre votre propre nom. Et maintenant, troisième chose, quand vous mettez votre nom, vous partez, quand vous déposez votre bulletin, vous dites, je serai jugé devant Dieu pour ce vote que je viens de faire pour le bien de l'Église. Donc, ce n'est pas un vote comme n'importe lequel. Donc, quand les cardinaux votent, c'est assez grave, c'est assez cérémonieux. Ceux qui ont suivi hier ont patienté pendant 3 heures de temps ou plus parce que les cardinaux ont suivi d'abord une prédication du cardinal Cantalamessa, qui a été préfet, qui a été chargé de la prédication de la maison papale pendant 40 ans. Il a prêché à Jean-Paul II. Après Jean-Paul II, ça a été Benoît XVI. Après Benoît XVI, ça a été le pape Arthur, qui vient de nous quitter, François. Donc, pendant 40 ans, il a prêché. 40 ans avant qu'on lui dise merci pour le service. Maintenant, mets-toi de côté. On lui dit de devenir cardinal. Il dit j'accepte, mais je ne veux pas devenir évêque. Je reste prêtre. J'accepte la charge, j'accepte la nomination comme cardinal, mais il refuse d'être évêque. Donc, c'est pour vous dire la gravité de l'instant, la gravité du moment. Donc, ceux qui ont voté l'ont fait en âme et conscience, et nous prions que leur vote nous donne un pape dont l'Église a besoin, dont le monde a besoin, pas un pape des médias, pas un pape des réseaux sociaux. Un pape de quel profil? Qu'est-ce que vous attendez du nouveau pape? Tous les cardinaux, tous les évêques, tous les prêtres et tous les chrétiens catholiques, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas catholiques, mais qui regardent, parce qu'on nous a dit qu'il y a 6000 journalistes accrédités à Rome pour couvrir cet événement. Tous, nous attendons une seule chose. La première, nous attendons 2 ou 3 choses. La première, c'est que le pape travaille pour l'unité de l'Église. Le pape François a beaucoup secoué l'Église par sa sensibilité. Il venait, entre guillemets, de la région du Sud et il avait d'autres préoccupations que l'Église européenne. Et c'était une bonne chose. Et il était préoccupé par les périphéries, selon la théologie de l'Amérique latine, la théologie du peuple. Il était préoccupé par cela, voir d'abord l'homme, et non pas se préoccuper d'abord de la réponse à ce que Dieu a dit, la compréhension du mystère chrétien, la compréhension du mystère du dépôt de la foi, mais était plus préoccupé par l'homme. Et c'est à cet homme qu'on apporte le message chrétien. Lui qui a été descendant d'immigrés, sa grand-mère est arrivée dans les années 30 en Argentine, lui qui a été rejeté parce qu'il a été prêtre, parfois rejeté pour ses idées, et lui qui a été, avant d'être prêtre, il a été aussi bousculé et rejeté parce qu'il était gardien de boîte de nuit, c'est-à-dire videur, comme on dit aujourd'hui. Alors, toute cette expérience l'a aidé à voir le monde d'une autre manière, comme disent les jésuites, voir le monde d'un regard nouveau. Donc, mais celui que nous attendons maintenant comme pape, c'est pour qu'il nous apporte son expérience spirituelle, pour le bien des chrétiens, pour le bien des prêtres, pour le bien des évêques, des cardinaux, mais surtout pour le bien du peuple de Dieu. L'Église catholique connaît donc son nouveau pape. Quels sont les changements immédiats? On sait qu'après le décès du pape François, il y a eu de légères modifications au sein de l'Église catholique. Aujourd'hui, on connaît le nom du pape. C'est quoi la suite? Comment on se comporte en tant que chrétien? Comme chrétien, Pierre est venu, Pierre reviendra, Pierre continuera à venir. Donc, il n'y a pas une grande attente. Pourquoi? Parce que le pape, ce n'est pas lui qui donne le message à l'Église. Le message de l'Église vient du Christ.
C'est le Christ qui nous a dit, en Matthieu, allez à travers le monde entier, ceux qui seront convertis, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas au pape de nous en donner un nouvel enseignement. Le pape est donc comme évêque de Rome. C'est pour ça qu'on dit tu veux qu'il est évêque, c'est-à-dire le gardien de Rome, le berger de Rome. Tout comme à Douala, nous avons Monseigneur Samuel Cléda, qui est le berger, qui peut dire au prêtre, monsieur l'abbé, vous avez enfreint la loi, il faut revenir, ou alors je vous mets de côté. Il dit aux chrétiens, il faut respecter la loi, ce n'est pas ma loi, c'est la loi du Christ. Si vous êtes dans le peuple de Dieu, respectez. C'est la même chose que le pape nous dira. Il ne va pas inventer un nouveau discours. Il ne viendra pas changer l'Église catholique. Pas du tout. C'est vrai que l'Église est bousculée. Oui. C'est vrai qu'il y a des courants. Et c'est vrai aussi qu'il y a de nouveaux problèmes. Surtout les questions des divorcés remariés. Les personnes qui sont mariées, qui ont divorcé et qui veulent communier. Maintenant, l'Église cherche par quel moyen les ramener. Et l'Église est butée, ce que le Christ a dit, l'homme quittera son père et sa mère, se mariera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Donc, on ne peut pas changer cela. Maintenant, l'Église cherche quand même les moyens pour ne pas rejeter les divorcés, remariés ou les LGBTQR, et j'en passe. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur cette actualité avec une analyse profonde dans le grand plateau de demain, édition spéciale consacrée à l'élection du nouveau pape de l'Église catholique. Il s'agit donc de Léon XIV. Il était auparavant cardinal, le cardinal Robert Francis Prévost, baptisé à l'Église catholique. Merci beaucoup, Abbé Boris. On aura l'occasion de vous réécouter demain dans le grand plateau sur Balafon Télévision. Très bonne fin de soirée à vous. Dans la suite du journal, des tensions ont été enregistrées ce jeudi au marché de la gare du quartier Newbel à Douala. Certains commerçants mécontents ont protesté contre l'occupation du marché nouvellement construit par la mairie de Douala 2e. Dans une atmosphère tendue, ces vendeurs ont empêché à ceux qu'ils considèrent comme des intrus d'accéder à leurs espaces marchands. On fait le point de la situation, l'a enregistré là-bas avec Giresse Azongué et Fondani Marquez. It was an electric and tense atmosphere on Thursday at Marché de la Gare Newbel as some traders protested the occupation of new stores by those they claim are intruders. Il semble qu'on veut faire entrer les intrus à la place des autochtones ou bien les anciens, dont les gens qui ont fondé le marché depuis 1978. According to the rioting traders, none of those who owned a space at the market since 1978 before it was destroyed currently owns a space in the new market. Et on est en train de nous chasser là. C'est pour faire entrer ceux qui ont payé. Et ceux qui ont payé sortent du marché central, du marché Aqua, du marché Congo et de Mbopi. Nous-mêmes, les gens qui nous sommes sur le site depuis 1978, personne n'a cru. Et je vous dis bien qu'on a des documents signés par la régie Fercam au temps de Minko. Et je ne vais citer pas les anciens préfets comme M. Nanga. Ils sont nommés. Et les dehors du gouvernement, les administrations civiles comme M. Mbankon, nous avons tout nommé. Et ce sont eux qui nous ont donné l'autorisation d'installer dans le site. Uniformed officers present to maintain order in the area and permit the new shop owners access had difficulty doing so. Some disgruntled traders say that since the destruction of their shops in May 2023, they have been going through a tough time. Je suis désolé. Tout ce que je veux, je ne connais plus la suite. Je veux ma boutique et rien que ma boutique. Depuis ce jour-là, je souffre. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai des textes jusqu'ici pour que les enfants partent à l'école. Je veux que, monsieur, vous nous aidez pour récupérer ma boutique. Je veux ma boutique et rien que la boutique. À cause de la casse, la banque ne laisse pas ma mère. Elle est obligée de fuir parce qu'on lui a cassé. On n'avait jamais un problème avec la banque. C'est comme moi je veux, c'est qu'on remet les boutiques. Quand on remet la boutique de ma mère, nous on ne vivait pas mal, on ne manquait pas l'argent et baigner, mais aujourd'hui, on est obligé de quémander. On est obligé de se ridiculiser partout à cause de la casse. The new shop tenants who were present to occupy their stores failed to do so due to the tense environment. Meanwhile, the mayor of the Douala 2 Council has yet to make a statement concerning the recent incident.
À Yaoundé, les états généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains se sont achevés hier mercredi. À l'issue de ces assises, un appel fort a été lancé à l'ensemble des acteurs. Les mairies devront structurer la précollecte, créer des brigades d'hygiène, sanctionner l'incivisme, renforcer la gestion et viser 100% de collecte dans les zones clés. De leur côté, les communautés urbaines sont invitées à adopter le tri sélectif et l'économie circulaire. Face aux défis de financement, la création d'un compte spécial dédié est engagée pour sécuriser le paiement des services de gestion des ordures à l'image de ceux de l'eau ou de l'électricité. Écoutons à ce propos Célestine Kitcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, dans cet extrait sélectionné par Sébastien Oyébé. Nous devons aller vers l'économie circulaire. Avant d'arriver à l'économie circulaire, nous avons pu voir qu'il y a des villes où tout se passe bien parce qu'il y a l'engagement au niveau local, il y a une vision, il y a une volonté d'améliorer le cadre de vie des populations. Nous avons parlé de l'épineux problème de financement. Les ordures ne devraient pas être un problème, ça devrait être une opportunité. Mais pour arriver à la période de l'opportunité, nous avons convenu qu'il faille un compte spécial pour sécuriser le règlement du service des ordures tel que le service d'électricité, le service de l'eau. C'est un service qui est payant. Les ordures également, l'enlèvement des ordures, l'amélioration du cadre de vie des populations doit faire l'objet d'un paiement du prix du service. Et revenons à Douala, où une nouvelle station d'épuration d'eau usée sortira de terre dans les prochains mois au quartier Ngombe en vue d'améliorer les services d'assainissement, réduire les risques pour la santé et renforcer la durabilité environnementale dans la capitale économique. Le projet de 6 milliards de francs CFA s'étendra sur 10 hectares pour le traitement des eaux usées, à en croire le premier adjoint au maire de la ville de Douala. Brice Fotso et Nickel Tiwa se sont rendus sur le site de Ngombe. Voici le reportage. The Douala City Council has constructed a sewage treatment plant in Gombe, Douala 5 subdivision. The project, valued at over 6 billion CFA francs and spanning 10 hectares, will enable the processing and treatment of wastewater and sewage from households, industries and institutions. La communauté urbaine a acquis un terrain de 70 hectares qui va être donc comme le point final, comme la zone de destination de tout ce qu'on va mettre en amont. Et en amont, ce sera ceci, il faut trier les ordures à partir des ménages. Donc nous qui faisons les ordures dans les ménages, nous devons déjà être responsables pour trier nos ordures, les emballer. On va les collecter, on va les transporter et ici on va les traiter. During a site visit with waste experts in Gombe, the first deputy mayor explained that this facility was significantly reduced environmental pollution and the risk of disease outbreaks. Chacun de nous à Douala ici fait à peu près 1,5 kg de déchets par jour. Multipliez ça par les 5 millions d'habitants, vous voyez ce qu'il y a. Mais c'est aussi que lorsque nous mangeons, c'est comme des moteurs, il faut vidanger. Ça veut dire qu'on doit aller au sel. Et nous faisons beaucoup aussi. Et les sels sont souvent des produits organiques qui sont contaminés. Et lorsqu'ils sont déposés comme ça dans la nature, vous ne devez pas être étonné que la ville de Douala génère une épidémie de choléra tous les 4 ans à peu près. The Douala mayor announced that the remaining space acquired by the council will be utilized for multiple recycling and waste treatment initiatives. La station de bout de vidange est un élément entre autres, parce que tout cet espace de 70 hectares va être aménagé. Et il y aura des zones d'enfouissement, il y a des zones de traitement des déchets organiques, il y a des déchets électroniques et toutes sortes de choses. De sorte que nous ne soyons plus obligés d'enfouir bêtement nos ordures. Voilà, donc cette station de bout de vidange est offerte à la ville de Douala par l'État du Cameroun, dans le cadre d'un programme qu'on appelle Programme des villes inclusives et résilientes, et qui touche plusieurs villes. According to the City Council, the project will improve sanitation services, reduce health risks, and enhance environmental sustainability. On parle de santé à présent. Les patients sous dialyse
sont passés de 780 000 de dépenses pour les séances hebdomadaires à 15 000 francs CFA par an grâce à la couverture santé universelle. En présentant le bilan de 2 ans après le lancement de la CSU à Douala, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a expliqué que les maladies chroniques bénéficient d'une attention particulière, soit 25 705 patients souffrant de tuberculose qui bénéficient justement d'un traitement gratuit, tandis que près de 90% de personnes vivant avec le VIH-Sida sont également prises en charge. Fondre Marquez. Presenting a balance sheet of the first 2 years of the universal health coverage launch in April 2023, the Minister of Public Health, Manaouda Malachi, noted that the introduction of the universal health coverage has significantly reduced the financial burden on patients with chronic diseases. For instance, dialysis patients now benefit from 2 weekly sessions for 15,000 CFA francs per year, compared to 525,000 to 780,000 francs CFA before the health coverage system. La prise en charge des affections chroniques est exemplaire. En matière de dialyse, par exemple, 1230 patients bénéficient aujourd'hui de 2 séances hebdomadaires pour seulement 15 000 francs CFA par an, contre 520 000 à 780 000 francs avant la couverture santé universelle. Au total, plus de 110 000 séances de dialyse ont ainsi pu être effectuées à coût presque nul. He disclosed that 25,705 tuberculosis patients are currently receiving free treatment, while nearly 90% of people living with HIV and AIDS are covered under the universal health coverage. La couverture santé universelle prend en charge les maladies graves. Ainsi, 25 705 patients tuberculeux reçoivent leur traitement gratuitement et près de 90% des Camerounais vivant avec le VIH-Sida sont déjà couverts par la couverture santé universelle. Minister Malachi expressed regrets that delays in the disbursement of funds are among the challenges that hamper the functioning of hospitals and pharmacies. Pour le moment, les retards sont observés dans le décaissement des ressources destinées au remboursement des prestations, impactant ainsi même le fonctionnement des pharmacies de nos hôpitaux. Nous voulons demander à cet effet à nos responsables des 10 formations sanitaires de continuer à croire à ce dispositif présidentiel et que les difficultés sont conjoncturelles et connaîtront certainement des solutions durables dans les prochains mois. The health minister explained that the government has progressively increased funding for the universal health coverage over the years, with a notable budget allocation of 51.9 billion CFA francs for 2025. Le compte à rebours est lancé pour l'acte 21 de la Nuit du Rire. L'événement humoristique majeur réunira le 15 mai à la place Saint-David de Bononjo à Douala 7 stars incontournables du rire venus du Cameroun et de Côte d'Ivoire. De Boubakari à Moustique le charismatique en passant par Signor Pastor, Jeanne Benti, Super Normaux, Marcus et Bitacola, le spectacle promet une explosion de bonne humeur, de vibes et de divertissement. Une véritable Champions League de l'humour à ne surtout pas manquer. Sébastien Oyébé. Prépare-toi à vivre la soirée la plus explosive de l'année. La Nuit du Rire 2025. Dans quelques jours seulement, le 15 mai, dès 19h, la place Saint-David de Bonanjo vibrera au rythme du rire, de la bonne humeur. Plus qu'un simple spectacle, c'est la Champions League de l'humour qui s'annonce au Cameroun et en Afrique centrale. À l'affiche, un casting XXL. 7 superstars de l'humour venus du Cameroun et d'ailleurs, prêts à faire exploser le public de rire. En tête d'affiche, Boukari, l'humoriste ivoirien au style unique, déjà adopté par la belle famille. Puis 2 bouteilles de liqueur. Je viens casser dans mon moto, j'ai payé des biscuits. Quand j'arrive à la maison, les enfants sont étonnés. Ils sont plus que faits. À ses côtés, des poids lourds de la scène humoristique camerounaise.
Seigneur Pasto, mec de la satire sociale. Sans comédie, je ne sais pas, je suis aujourd'hui. Parce que moi, j'étais bête. Hey, écoute. Moi, j'étais vraiment bête. Moi, j'étais bête jusqu'à bête me regarde, il dit Moustique le charismatique, roi de l'improvisation. John Benti, la reine des punchlines. Ce n'est pas n'importe quel braquage, c'est un braquage à l'envers. Celui qui bouge, je tire. Celui qui tire, je bouge. Agent portable, téléphone, bitacola. Amen. Super Dormant, Marcus et l'incontournable Bitacola, tous prêts à livrer un show inoubliable. La Nuit du Rire, c'est plus qu'un événement, c'est une célébration de la culture, un moment de communion autour de la joie, du verbe et du talent. Un événement Balafon TV avec le soutien des partenaires. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Braderie des titres identitaires aux étrangers. Les ressortissants nigérians au palmarès des fraudeurs qui s'octroient la nationalité camerounaise comme des petits bouts de pain au coin de rue. L'alerte vient d'être donnée par un fonctionnaire de police qui s'indigne du nombre croissant de nos voisins passant désormais pour des citoyens camerounais. La faute au chef de poste d'identification qui offre aux tout venants la carte nationale d'identité pour une obtention frauduleuse du passeport camerounais. Comment comprendre que des policiers formés pour protéger jalousement l'identité camerounaise en soient à vendre une fierté nationale pour une poignée de CFA? De la corruption ouvre-t-elle désormais toutes les portes, y compris celle du marchandage d'un symbole que rien n'est censé acheter? La lecture de Jean-Paul Chouniette. La note de service du chef de centre des titres identitaires à la délégation régionale de la Sûreté nationale pour le centre révèle un fléau national connu de tous depuis des années. La braderie de la nationalité camerounaise à certains étrangers résidant sur le territoire camerounais. Leurs complices dans cette infraction hautement condamnable, des fonctionnaires de police en charge de la gestion des postes d'identification dans les unités de police. Au premier rang des étrangers dénoncés, passés maître dans l'art de l'acquisition illégale de la nationalité camerounaise, le commissaire de police Fotso Makok Narcisse Magloire indexe les ressortissants nigérians, dont bon nombre d'entre eux se sont précipités à l'enrôlement physique dans les commissariats pour obtenir la nouvelle carte nationale d'identité en vue de s'offrir un passeport ordinaire. Et ce, au prix d'une seule facilité, la corruption rampante dans laquelle baignent des brebis galeuses de la Sûreté nationale, disposées à vendre la nationalité camerounaise pour une poignée de CFA. Au-delà de ces fonctionnaires de police qui marchandent de notre nationalité, il y a l'état civil camerounais où des actes de naissance sont aussi distribués aux tout venants pour avoir juste mouillé la barbe des secrétaires d'état civil ou des agents communaux compétents en la matière. Où en est-on avec l'informatisation du fichier national de l'état civil confié au BUNEC pour corriger toutes les failles du système? Dans quelle catégorie d'infraction faut-il désormais classer cette braderie de l'état civil et de la nationalité camerounaise à coup de corruption par des citoyens censés veiller très jalousement sur la protection de cette fierté nationale non négociable qu'ils ont réussi l'exploit de marchander? Les Camerounais coupables de ces actes antipatriotiques mesurent-ils seulement la gravité, l'impact et les conséquences de leur comportement à long terme sur l'avenir du pays? Dans une société camerounaise gangrénée par le favoritisme, le tribalisme, l'individualisme, l'égoïsme, le clientélisme et le mercantilisme, l'annulation de l'enquête de moralité dans les recrutements au sein des forces de défense et de sécurité, la marginalisation établie des citoyens intègres et plus méritants au concours, le monnayage pour l'entrée des cancres dans la fonction publique, le marchandage des postes de responsabilité. Voilà là où le Cameroun en est aujourd'hui, avec des agents de la Sûreté nationale qui vendent aux étrangers notre nationalité, un symbole de fierté nationale que les citoyens d'aucun pays au monde vendraient, fût-ce même à prix d'or.
Et on en parle justement avec nos invités. Nous sommes en compagnie de Ismaël Donqueux, homme politique, membre du FCC. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Claude, bonsoir à tous les téléspectateurs de Balafon Média. C'est toujours un honneur pour le FCC, l'APC que je représente sur votre plateau, de venir communier avec le peuple du changement, pour qui la soif du changement n'est plus qu'une question d'heure. Parce que d'ici à novembre, nous sommes sûrs que nous allons remettre l'église au centre du village, pouvoir permettre aux Camerounais de rêver dans leur pays et donner l'occasion à ce régime de 43 ans de pouvoir aller se reposer et voir ce qu'ils devaient faire, leur montrer comment ils devaient faire les choses depuis 43 ans. Avant l'échéance d'octobre prochain, une actualité qui préoccupe, l'alerte du chef de centre régional de traitement des titres identitaires par intérim, qui signale que des titres identitaires seraient acquis de manière frauduleuse par des étrangers, notamment des Nigérians. Comment comprendre de votre point de vue et de votre analyse, Ismaël, donc, que un étranger arrive au Cameroun, puisse obtenir un acte de naissance, une carte nationale d'identité et soit en train de postuler pour obtenir aussi facilement un passeport camerounais? Vous savez, nous l'avons toujours dit sur vos plateaux. Vous comprenez, le régime de Yaoundé est un régime essentiellement un régime de corruption. Parce que vous ne pouvez pas... il n'y a aucune justification, il n'y a rien à expliquer lorsque c'est le régime de Yaoundé qui propose des lois à l'Assemblée avec leur majorité à l'Assemblée nationale. Ces lois passent comme des lettres à la poste, mais que sur le terrain, aucune de ces lois n'est respectée dans tous les domaines de la République. Même la loi qui organise la présidence de la République est violée par la personne qui a prêté serment de protéger le Cameroun et de respecter la constitution du Cameroun, qui est le président de la République. C'est un fait assez grave. Vous savez, la loi numéro 1968 du 11 juin 1968 portant le code de la nationalité camerounaise définit clairement les conditions d'acquisition de la nationalité camerounaise. On vous dit que pour acquérir la nationalité camerounaise, il faut être né de parents camerounais. Soit les deux parents, soit un parent. Ou alors un enfant qu'on a trouvé et dont on ne connaît pas les parents, on suppose qu'il est camerounais, jusqu'à ce qu'un parent qui n'est pas camerounais vienne à le reconnaître et approuver que cet enfant est de lui. Ou alors un enfant qui a un parent qui n'est pas camerounais, qui décide de lui attribuer sa nationalité, qui n'est pas une nationalité camerounaise, et que atteint la majorité, cet enfant, effectivement, décide de choisir la nationalité de ce parent. Là, c'est au niveau de la perte de la nationalité camerounaise. Donc, il est assez effroyable de constater que, comme vous l'avez dit tantôt, les personnes qui sont censées protéger la nationalité camerounaise, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que la nationalité camerounaise fait partie des actes de souveraineté de l'État. Parce qu'on nous a appris en sciences politiques, nous qui avons fait un peu de droit à l'université, qu'on a, pour la souveraineté d'un État, on a un territoire, une population et un gouvernement. Et la population établie ne peut être que celle qui appartient au territoire. Le gouvernement est appelé à gouverner cette population. Maintenant, si le gouvernement n'arrive pas à protéger la seule chose qui fait de nous un peuple appartenant à ce territoire, ça veut dire que c'est un problème. Ils nous ont vanté à un certain moment, en grande pompe,
la digitalisation de l'état civil au Cameroun. On a créé une autre institution budgétivore, qui est le BUNEC, le Bureau national de l'état civil. Au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas, je ne suis pas sûr que si vous allez sur le site du BUNEC, parce que j'ai essayé de regarder tout à l'heure, pour qu'on essaie de nous dire le nombre d'actes de naissance qu'on a, le nombre d'actes de décès, parce que j'ai tapé sur le BUNEC parce que mon papa qui est décédé il y a en 2019, ça veut dire qu'il y a 6 ans aujourd'hui, c'est moi qui ai fait les démarches pour obtenir son acte de décès, c'est mon nom qui est en bas. Alors, je vous parle d'un fait. J'ai tapé sur le site pour savoir si je peux retrouver l'acte de décès de mon père sur le site, dans les archives du BUNEC. Tu ne peux jamais retrouver ça. Donc, c'est à partir de là que la fraude s'installe dans ce pays où tout marche par la tête. Vous allez jusqu'à la carte nationale d'identité. Est-ce que vous savez que la loi du Cameroun, la loi de 1974 sur l'acquisition des terres, dit qu'un étranger au Cameroun ne peut pas obtenir un titre foncier. Allez à Douala 2e, kilomètre 5, Gonsois, dans tout Douala 2e. Allez en Kolmita, regardez tous les immeubles qui sont là-bas, Jesus is Lord. Ce sont des immeubles qui appartiennent aux Nigérians et ils ont des titres fonciers là-dessus. Ça passe à Yaoundé comme une lettre à la poste parce que les dossiers viennent avec des enveloppes à l'intérieur. Sinon, expliquez-nous comment est-ce que cela peut être possible. Qu'on a des Camerounais. Et puis, on a quand même quelque chose de formidable dans la société où on a des élans tribalistes, où vous allez voir des gens dire que les Camerounais issus de la région de l'Ouest ne doivent pas acquérir des terres à Douala, mais ils laissent carrément que les Nigérians, qui ne sont même pas Camerounais, puissent acquérir des titres fonciers là où eux-mêmes ils disent être autochtones. Donc, la question de la nationalité embraye sur celle des titres fonciers, du foncier dont nous décrions tout à l'heure. Alors, et j'en connais qui ont eu des titres fonciers sans avoir eu la nationalité camerounaise. Parce que voilà la démarche. Et c'est des Yaoundés qu'on donne le conseil. Moi, je suis Nigérian, vous êtes Camerounaise, vous mettez votre nom devant, je mets le mien derrière. Quand le titre foncier sort, je me désiste. Et vous restez seul propriétaire du titre foncier. Là, vous n'êtes pas Camerounais. Comment ça se fait que... Et puis, vous ne justifiez pas de ce que... Normalement, quand un étranger doit avoir un document comme celui-là, ça suppose, comme la loi le dit, il doit plutôt obtenir par une dérogation d'abord. Il doit d'abord obtenir une dérogation. Après la dérogation, ça doit être... après avoir fait des investissements sur le terrain, pas des investissements privés, c'est-à-dire que des investissements à caractère d'ordre public. Vous n'allez pas construire votre immeuble, vous allez mettre vos locataires et puis vous demandez la concession au ministère pour qu'on vous donne le titre foncier. Là, c'est une grosse fraude. Pour un hôpital. Pour un hôpital, pour une école. Oui. C'est pour ça qu'on peut vous faire une acquisition. C'est ce que la loi demande. Mais aujourd'hui... Restons un peu sur la loi qui encadre la nationalité. Est-ce qu'il y a dans ça des exceptions qui pourraient justifier le fait qu'on ait des étrangers sur notre territoire qui soient considérés comme des Camerounais? Simon Thiemahin, bonsoir. Bonsoir Mayo. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir répondu présent aujourd'hui, ce soir, malgré parfois des situations qui sont généralement difficiles. Mais on fait avec, c'est ça le Cameroun aussi en même temps. Alors sur la question que vous avez posée, moi avant peut-être de répondre à votre question, il faut quand même qu'on fait comprendre aux Camerounais que on est atteint quand même le Rubicon. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on nous a déjà tout pris. Le Cameroun n'a plus rien chez lui. Et la dernière chose qui nous restait, en fait, c'est notre identité. Donc, du coup, on se rend compte que même cette identité-là, on est aussi en train de la prendre pour la donner à d'autres personnes qui, en réalité, ne méritaient pas de l'avoir. Donc, vous comprenez que le problème est aussi grave que tout à l'heure, mon copanéliste a précisé que le Cameroun a atteint quand même un sommet au niveau de la corruption. Parce que
Si aujourd'hui on arrive jusqu'à ce niveau, que vous allez vous rendre compte que c'est vrai qu'il y a des exceptions, parce que la loi aussi le prévoit, c'est vrai qu'il y a des exceptions, on ne va pas dérouler tout le tapis rouge ici en ce qui concerne effectivement la loi sur ce domaine-là, mais il a essayé, du temps qu'il pouvait, n'est-ce pas, de définir un certain nombre de mécanismes qui permettent à tout un chacun de savoir comment est-ce qu'on acquiert la nation, parce que la loi fixe tout. En même temps, il faut aussi préciser que au-delà de ce que la loi aussi a prévu, tel que l'article qu'il a présenté là tout à l'heure, c'est en fait quand vous regardez la loi de 1968, dans son article 31 jusqu'à 35, vous allez vous rendre compte qu'on définit comment est-ce qu'on acquiert la nationalité et comment est-ce qu'on peut en même temps la perdre en même temps. Donc vous devez comprendre qu'il y a des exceptions. Il a commencé à détailler, mais sauf que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que si par exemple, la loi aussi le prévoit, si vous avez par exemple une épouse qui est camerounaise en même temps et que vous voulez avoir la nationalité camerounaise, vous êtes un étranger, la loi vous permet aussi d'avoir cette nationalité. Vous faites la demande. Voilà, vous faites la demande. En même temps, il peut aussi avoir que vous essayez on acquiert aussi la nationalité par décret. Mais c'est toute une procédure aussi en même temps. C'est qu'il faut le comprendre. Donc, mais maintenant, comment est-ce que le véritable problème, ce n'est pas de savoir comment ces gens font pour... Est-ce que ceux qui font cette identité, ceux qui ont cette identité camerounaise, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'ils respectent ces mécanismes-là? On va vous dire non. Pourquoi non? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un acte de naissance, parce que tout commence par les actes de naissance. D'où le problème posé. Voilà. Donc, d'où le problème posé. N'importe qui peut se lever pour aller faire un acte. Déjà, même qu'il y a même des spécialistes. Vous savez que les Camerounais ont tellement un génie pour faire même ce qui... C'est-à-dire que quand un Camerounais vous fait du faux, vous allez penser que c'est du vrai qu'il est tenté de vous faire. Il est tenté de vous produire. Donc, tout est maintenant créé dans tous les domaines pour que, effectivement, ça montre aux uns aux autres que, effectivement, soit on est dans la légalité, mais pourtant on n'est pas dans la légalité. Il y a des centres d'état civil ici que vous arrivez simplement, je ne veux pas les citer ici, que c'est plus facile pour vous. Même si vous dites que vous êtes né comment on s'appelle, vous êtes né en 88. Ils vont rentrer dans les archives de 88. D'ailleurs, même certains m'ont expliqué comment ça se passe. Ils vont dans les archives, dans les registres. Ils se rendent compte que dans les registres, il y a quand même des fiches, des vides. Et c'est dans ces vides-là, maintenant, si vous avez besoin... Ils supposent que votre nom pourrait figurer dans... Non, c'est pas qu'ils supposent, c'est pas qu'ils supposent. Ils vous enregistrent dans ce vide pour qu'on sache qu'effectivement, vous êtes né en 88, même si vous êtes né en 88. Donc, ils regardent les registres, quelles sont les pages qui sont vides dans le registre de 88. Ils vous font entrer dans les registres de 88. Et là, en ce moment, on vous produit effectivement un acte de 88. Et l'authentique même, ça il faut bien l'authenticité même de l'acte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir si c'est un acte qui a été fait dans le faux ou bien qui a été fait dans le vrai. Ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a tout un mécanisme de contrôle. Je prends un exemple simple. Moi, peut-être j'ai eu la possibilité d'aller au Gabon. Est-ce que vous savez que, par exemple, pour avoir le titre de séjour au Gabon, vous passez d'abord par une enquête de moralité? Moi, je l'ai fait pour avoir mon titre de séjour au Gabon. Mais ici, chez nous, aujourd'hui, mais vous arrivez simplement, dès que vous arrivez, déjà même regardez même comment on vous donne la nationalité. Dès que vous venez avec votre acte de naissance dans un tribunal, et déjà même vous avez même aussi des démarcheurs. Et on n'a pas besoin de vérifier. Voilà, on n'a pas besoin de vérifier si effectivement l'acte que vous produisez est authentique ou pas. Donc la seule chose qu'on décide de vous faire, c'est que vous avez donné vos 2000, vos 3000, vos 4000, derrière vos 5000, et on vous produit seulement un certain de nationalité, et vous allez vous retrouver dans un poste d'identification pour établir votre carte nationale d'identité. Parfois, il arrive des moments où, même comme on dit souvent que parfois, on ne peut pas simplement continuer à faire le veau sans pour autant constater que effectivement il y a aussi le faux, autant pour moi, qui est aussi vrai. Mais on se retrouve avec ces policiers-là qui, en réalité, pour certains qui sont méticuleux, ils peuvent quand même avoir la possibilité de démarquer ou de remarquer ce qui est faux et ce qui est vrai. D'ailleurs, j'ai vu dans certains postes d'identification ici qu'on a renvoyé des gens avec leur dossier parce qu'on a estimé que effectivement le acte était faux. Mais combien de personnes, combien de policiers, ou encore quels sont les agents de la police qui sont capables de pouvoir les identifier? Vous comprenez que c'est toute une école pour le faire. Par conséquent, on peut simplement se retrouver aujourd'hui avec, pas forcément, parce qu'aujourd'hui nous n'en voulons pas ces étrangers qui aujourd'hui ont cette identité. Il faut en vouloir nos autorités eux-mêmes qui ont laissé, n'est-ce pas, cette gangrène-là s'imprégner de temps en temps, de telle enceinte qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette situation que nous avons là au quotidien. Donc, du coup, moi je ne veux pas ces Nigérians. Parce que, allez seulement ici au niveau du Kayabassi, tous sont même Camerounais plus que les Camerounais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Honnêtement, tous sont Camerounais plus que les Camerounais. Vous arrivez par exemple dans une unité de gendarmerie, c'est là que vous allez comprendre que l'étranger est même plus important que vous. Vous comprenez? Donc, il est plus protégé que vous. Ouais. Mais parce que simplement, vous posez la question, mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir même sa pièce d'identité? Elle est même plus authentique. Et vous savez, chose que vous ne maîtrisez peut-être pas, c'est que les étrangers ont toujours leur carte d'identité avant même le Camerounais. Vous posez la question, ils prennent même ça. Ouais. Parce qu'ils ont simplement les réseaux.
Parce que l'étranger, quand vous allez lui dire que la carte nationale d'identité, vous savez qu'aujourd'hui, moi je vais vous expliquer comment j'ai fait pour avoir la mienne. J'ai payé 25 000 pour avoir ma carte d'identité. Hein. Attention, 25 000, je le dis clairement, pour avoir ma carte nationale d'identité. C'était sorti, c'est-à-dire que la carte d'identité est sortie depuis juillet 2023. Là, vous parlez des nouvelles cartes qui sont produites en. Non, je ne parle pas. Non, je parle des anciens. Je parle des anciens. Je vous parle de cette épine qui gangrenait l'identification en 2024. Oui. En 2024, c'est de ça que je parle. Okay. Comment est-ce que j'ai fait pour l'avoir? J'ai payé. Donc, pendant ce temps, la carte nationale d'identité sort, c'est bloqué à Yaoundé. Mais vous imaginez que quand vous avez donné l'argent, on vous dit qu'allez prendre votre carte nationale d'identité, là vous vous êtes fait identifier. Imaginez-vous un seul instant. Donc, c'est tellement devenu grave qu'à un moment donné, on n'avait même pas besoin même de nous montrer que comme si on veut créer des postes d'identification en réalité, parce que ce qui avait été fait au départ était bien fait. Mais sauf qu'il y avait des personnes qui ont créé un mécanisme d'enrichissement illicite, au tel point que même ceux qui sont devenus comme des Camerounais n'en bénéficiaient pas. Parce qu'il fallait avoir... Aujourd'hui, vous retrouvez par exemple des gens avec des récépissés qui, en réalité, nombre de pièces d'identité ne sont pas encore sorties. Les pièces là sont déjà sorties. C'est bloqué là-bas, à la depuis de production qui fait les cas nationaux. C'est bloqué là-bas. Parce que c'est là-bas que moi j'ai eu ma part. Je n'ai pas eu ça ici. Et la DGSN qui produit des communiqués tout le temps, interpellant les Camerounais, leur demandant d'aller récupérer leurs pièces d'identité qui sont disponibles et abandonnées. C'est vrai aussi qu'en même temps, il y a des personnes quand ils établissent... Oui, ils ont tellement attendu, et donc ils ont même du mal à aller... Il y en a qui ont fait 2, 3, 4 fois. Et chemin faisant, quand il fait la première, ça sort pas la deuxième, la troisième fois, ça sort, et puis les autres, il les abandonne. Parce qu'il est allé dans des unités différentes. C'est pour ça qu'on revient sur la question de l'informatisation du système. Parce qu'on ne peut pas arriver à faire une pièce dans un système qu'on a dit informatisé. Alors, vous revenez refaire dans un autre poste d'identification. Vous venez vous faire identifier à nouveau sans avoir produit la preuve de ce que vous avez perdu la première pièce d'identification. Il y a le certificat de non, il y en a qui le font. Moi, attendez, écoutez. Moi, je vous vous parle jamais des choses que j'ai entendues. Je vous parle des choses que j'ai vécues. Je vous parle, par exemple, de ma mère. Par exemple, qui a fait ça? Ma mère et ma marâtre. Ma marâtre en a 2. Elle a 2 CNI. Celles qui sont sur. Elle en a 2. Elle en a 2 parce que 2 pièces d'identité. Toutes les 2, elle les a avec elle. Actuellement, si vous allez chez mon père, vous l'interpellez, vous la verrez avec ses pièces 2. Ça veut dire que c'est grave là. Elle a fait la première, ça a pris du temps. Elle allait dans un autre poste d'identification faire la deuxième. Et à un moment donné, les 2 sont sortis au même moment. Elle est partie les récupérer sans avoir produit le certificat de perte du premier récépissé. Parce que vous avez le récépissé, vous devez prouver que le récépissé est perdu. C'est pour ça que vous venez vous réidentifier. Exactement. Et à ce moment, on ne vous demande plus de refaire la procédure. Parce qu'elle a dû refaire toute la procédure, certificat de nationalité, acte de mariage, copie de l'acte de mariage et tout ça là. Et c'est-à-dire que si c'était effectivement informatique. Ma maman en a aussi fait 2. Alors, ce qu'elle avait fait au 8e n'étant pas sorti, elle allait faire l'autre au 9e. C'est entre le 6e et le 9e. Au 6e. Celui du 8e est sorti. Elle me dit, va regarder celui du 6e. Je dis, je ne vais pas. Parce que si on t'attrape avec 2 CNI, tu vas faire la prison. Mais puisque ce n'est pas sa faute, c'est ce genre de cartes qui restent poireautés parce que vous passez par un réseau. Le premier n'est pas sorti. Vous passez par un réseau, vous l'obtenez. Et puis vous oubliez le deuxième. Voilà comment ma mère, je suis sûr qu'elle en a 2. Sauf que j'ai refusé de partir regarder la deuxième. Et si j'y vais, mon père est décédé en 2019. Sa carte n'était pas sortie. C'est moi qui ai fait la carte en octobre 2016. Quand cette loi est sortie, en août 2016, moi j'ai fait la carte de mon père et de ma mère en octobre 2016. C'est pour ça que ma mère arrive à en faire 2. Mon père décède en 2019, il n'en a pas encore eu. C'est l'autre jour que j'ai eu l'information de ce que je devrais partir avec son acte de décès et mon acte de naissance pour récupérer. Puisqu'il faut que je montre l'affiliation entre lui et moi pour pouvoir récupérer son acte, sa carte d'identité au 8e. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui sont assez graves. Si le système était informatisé, d'accord, avec le système du BUNEC, et je dis c'est très simple. On a des jeunes qui sortent des écoles de formation puisqu'ils ont donné l'accès à plusieurs hommes d'affaires de pouvoir ouvrir des écoles des centres de formation. On a des ingénieurs. On a des jeunes qui sortent avec les licences en informatique et tout ça là. Vous les envoyez en stage, ils prennent les données, on donne à chacun une machine, il introduit des données tous les jours dans les machines, les actes et tout ça là. Et à la fin, je suis sûr qu'en 1 an, on aura sur l'étendue du territoire national un fichier
bien établi au niveau du BUNEC. Oui. Ce qui fait que lorsque vous venez pour établir votre CNI, on envoie le document que vous avez envoyé dans le système du BUNEC. Si le système du BUNEC ne le reconnaît pas, il le rejette. Et puis, vous êtes convoqué pour répondre de la pièce que vous avez apportée au niveau de l'identification. Sauf que chez nous... Mais à ce moment, les gens vont manger comment? En vous adressant la question de savoir quelles sont les exceptions, je voulais qu'on s'intéresse un peu à ces Africains qui se retrouvent au Cameroun, du fait, par exemple, de crises enregistrées dans leur pays, qui viennent tout jeunes, tout petits, et qui grandissent sur le territoire camerounais. Est-ce qu'à ceux-là, on va refuser de délivrer une carte nationale d'identité ou bien un acte de naissance parce qu'ils ne sont pas camerounais? Ils ne sont pas nés sur le territoire. Ils sont pas. Même s'ils grandissent, ils évoluent. Non, ils sont pas. La loi est claire. Ils ne sont pas nés sur le territoire camerounais. Ils peuvent faire la demande quand ils ont atteint la majorité, voilà. Selon la loi camerounaise. C'est en fait ça. Vous ne pouvez pas quitter notre pays, arriver ici parce que vous estimez que vous êtes petit et que automatiquement, parce que vous êtes petit, qu'on doit vous établir cette nationalité. C'est faux. La loi ne le prévoit pas. Vous attendez que vous allez avoir l'âge de la majorité pour, n'est-ce pas, demander la nationalité. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que parfois, on a souvent l'impression de penser que aujourd'hui, c'est un peu très difficile. On ne voit pas ce sérieux dans la mesure où on est habitué de voir, de constater que tout est facile au Cameroun. Effectivement, tout est facile. Il a détaillé tout à l'heure un certain nombre de choses qui, effectivement, si le système par lequel on utilisait aujourd'hui pour les postes d'identification était sécurisé, on ne devait pas avoir tous ces problèmes. Vous voyez, par exemple, quand vous arrivez faire votre... À moins que ça aurait changé aujourd'hui, parce que moi, je n'ai pas encore testé ce qu'on nous a fait comprendre que c'est au nouveau poste où les cartes biométriques, vraiment, je ne l'ai pas encore testé. Mais je suppose que peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont déjà testé, ils ont dit que ça marche. Mais je dis particulièrement si on avait effectivement un mécanisme qui permettait de sécuriser les données des Camerounais, on ne serait pas aujourd'hui en train de nous retrouver dans des situations où vous vous identifiez pour une première fois, vous arrivez, on vous demande encore les mêmes documents que vous avez utilisés pour vous identifier encore pour une seconde fois. Or, par contre, si aujourd'hui on avait pris le soin de sécuriser les informations qui sont données au préalable, vous n'avez pas besoin encore de revenir avec les mêmes documents, dans la mesure où vous êtes la même personne. D'accord. Vous êtes la même personne, vous avez les mêmes documents. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va toujours demander... C'est grave. Moi, j'ai 3 CNI qui sont expirés. C'est-à-dire que ma première CNI, elle expire normalement après les 10 ans. La deuxième expire normalement après les 10 ans. Je suis à la 3e. Figurez-vous que j'ai 3 numéros différents sur mes CNI. Le numéro de la CNI, vous portez 3 numéros différents alors que vous êtes la même personne. Ça veut dire qu'on n'a même pas un identifiant unique au niveau de la DGSN. Ce n'est pas le même numéro qui est reconduit à chaque fois. Mais normalement, c'est moi. Je n'ai pas changé et je reviens avec mes mêmes informations. C'est-à-dire que c'est comme si, quand j'arrive pour m'identifier une deuxième fois, mon acte de naissance n'a pas changé, mon année de naissance n'a pas changé. Sinon, on dirait que j'ai eu une double identité. Et je ne comprends pas comment le système étant informatisé depuis l'année 2000, ça veut dire que dès que vous venez cette fois-ci faire, on enregistre vos données une fois, à moins que vous venez changer, par exemple, votre profession, votre statut matrimonial, qu'on ajoute simplement. On ne refait pas tout à zéro. Ça devient très compliqué. Moi, il faut que les Camerounais comprennent. C'est un système de corruption bien planifié qui commence du sommet de l'État pour arriver à notre niveau ici. Mais malheureusement, pour nous les Camerounais et pour nous les acteurs politiques, nous comprenons que c'est aussi des mécanismes de fraude électorale. Parce que c'est à ça que nous devons, en tant qu'hommes politiques, c'est la leçon que nous devons en tirer. Ce sont des mécanismes de fraude électorale. Parce que vous devenez redevable à celui-là qui vous a fait une CNI et il vous oblige à aller vous inscrire sur les listes électorales. Est-ce que ça se fait, vraiment? Est-ce que ça se fait? Puisque là... Comment vous contrôlez donc? Comment vous contrôlez ceux-là? Non, parlons des faits. Est-ce que ça se fait? Là, nous sommes dans des suppositions. Non, ce n'est pas des suppositions, puisque à partir de 21 ans, allez à Nubel, voir comment ça se passe là-bas. Les enrôlements pour les inscriptions, on prend nos frères du Niger, à qui on donne les CNI gratuitement. J'ai vu un gars du Niger, avec qui j'ai travaillé à une certaine époque, c'était en 2015. Il m'a appelé en 2017, il me dit qu'il veut la carte nationale d'identité. Je lui ai dit qu'en tant que juriste, je ne peux pas. Tu dois suivre la procédure. Il dit, OK. Je vous assure, aujourd'hui, il est rentré dans son pays depuis environ 5 ans. Après 3 mois, il m'a appelé, il m'a montré la CNI du Cameroun. Il s'est moqué de moi. Je lui ai dit, ça t'a coûté combien? Il m'a dit 300 000. À Midou.
Des gens me connaissent, on se connaît très bien, c'est un ami. C'est vrai que j'ai perdu son contact, je l'appellerai ici et qui vous le confirmerez. On s'est perdu depuis qu'il y a la guerre au Niger, il était rentré un peu avant la guerre. Donc regardez comment on brade la nationalité camerounaise. Vous comprenez que, comme a dit mon copain tout à l'heure, la seule chose pour laquelle les Camerounais devaient avoir leur fierté, puisqu'on n'a plus de société d'État, on n'a pas de boulot, on n'a pas une éducation, on n'a pas de système éducatif propre à nous-mêmes, on nous apprend seulement comment les Blancs vivent chez eux. C'est pour ça que les Camerounais, les jeunes rêvent d'aller vivre ça là-bas. Parce que si on nous avait appris comment on dit mieux chez nous, comment nos parents avaient vécu hier, peut-être que les jeunes ne seraient pas en train de rêver autant. C'est-à-dire que le dernier fil sur lequel on devrait s'accrocher, aujourd'hui, on se rend compte que on a les Camerounais. Et comme disait tout à l'heure, un Nigérian vous amène dans un commissariat alors que vous avez raison. C'est lui qui appelle le commandant ou le commissaire. On envoie 2 éléments vous bâillonner et on vous fout en cellule. Il te dit, je vais te montrer que je suis au Cameroun. Un étranger te dit ça dans ton propre pays et il s'en va t'enfermer. Et quand il vient, il te dit, tu as 1 semaine à passer dans cette cellule. Et c'est-à-dire que c'est lui qui a défini, il t'a rendu une décision. Il dit, tu as 1 semaine à faire là-bas. Et c'est après les 1 semaine que le commandant ou le commissaire va demander, appelle ta famille et puis tu vas demander pardon d'abord et puis tu vas signer un engagement. Est-ce que son statut ne lui confère pas une certaine... Quel statut? Un Camerounais? D'étranger. Étranger? Vous parlez de l'étranger qui vous met... Vous connaissez comment ils maltraitent les Camerounais à Gayabassi dans les boutiques? Non, c'est même pas... Il n'y a même pas une question de maltraitance. Comprenez? La loi, elle est faite pour tout le monde. Qu'on soit étranger ou pas, il n'y a pas une loi pour les étrangers, une loi pour les Camerounais. Ça, il faut. Quand vous arrivez dans un pays, vous devez vous soumettre à ce qui a été établi comme loi. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays étranger, par exemple, vous allez devoir m'excuser, vous arrivez au Gabon, vous fonctionnez comme vous voulez. C'est archi faux. Déjà même que là-bas, c'est encore même plus strict qu'ici. Gabonais d'abord. C'est encore plus... Non, pas Gabonais d'abord. Mais ça veut dire qu'elle est tellement rigoureuse. C'est vrai qu'il a émis un certain nombre de situations auxquelles on peut se dire qu'effectivement, il y a certaines autorités qui en abusent souvent. On appelle ça l'abus d'autorité. Parce que vous ne pouvez pas arriver, parce que dans la mesure où une autorité consciencieuse, c'est qu'à partir du moment où il se retrouve devant une situation, il est censé appliquer la loi. Que la personne soit étrangère ou pas, il ne regarde pas le fait que peut-être il faut être un Camerounais. Si vous avez tort, la loi devrait vous sanctionner. Ce n'est pas lui qui devrait vous... Mais c'est la loi qui vous sanctionne. Donc, je comprends que, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que parfois ces étrangers jouent un tout petit peu sur la conscience de certains membres de l'administration, c'est-à-dire que ces autorités judiciaires, auxquelles ils utilisent parfois des lourds moyens financiers pour décider de faire... Non, parfois. Ce n'est pas tous, parce qu'il ne faut pas jeter trop l'anathème sur les autorités administratives ou judiciaires où on pense simplement que tous sont corrompus. Et il y a des gens aujourd'hui qui appliquent la loi. Et moi, j'en connais beaucoup. C'est-à-dire que quand à un moment donné, vous vous retrouvez devant une situation, parfois, vous devez rendre compte, il y a parfois des affinités que cette personne-là peut avoir. Même si c'était vous. Si vous avez une affinité avec un commandant et que vous amenez un problème, si de temps en temps, vous le dépannez, mais il vit au dépend de vous, pour certains cas. Donc, vous n'allez pas, à un moment donné, vous lui faire comprendre que voilà comment il devrait agir quand il sait bien que s'il ne fait pas ce que vous êtes en train de lui demander, il va perdre votre faveur. C'est une forme de corruption. C'est une forme de corruption, mais c'est ce qui se passe aussi parfois. Voilà pourquoi je suis en train de dire que pour certains étrangers, ils utilisent, vous savez, quand ils parlent de camp Yabassi, mais regardez ce qui se passe au camp Yabassi. C'est là où se passe même la plupart de la mafia. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas dans le camp Yabassi. Donc vous comprenez simplement que, en fait, il y a tellement de situations qui amènent parfois certaines autorités judiciaires à prendre une certaine décision contre leur conscience, mais simplement parce que ces personnes utilisent. Même nous aussi, les Camerounais, il arrive des moments où on corrompt nos autorités. On ne va pas seulement dire que ce sont les étrangers. Quand on a un problème avec quelqu'un, au lieu de laisser parfois que la loi s'applique, on va voir le commandant, on va voir le commissaire pour lui dire que celui-là, voilà ce qu'il m'a fait. On prend une enveloppe, on lui remet. Vous voulez qu'après, la décision qu'il va prendre par rapport à notre propre camp. Non, vraiment, honnêtement, n'accusons pas les étrangers. Parce que nous-mêmes, nous en faisons même pire. Imaginez-vous un seul instant. On a vu aujourd'hui des étrangers qui sont arrivés, qui sont ici au Cameroun, mais voyez comment ils se comportent. Vous n'avez jamais vu, par exemple, un Malien
qui amène son propre frère dans une unité de gendarmerie ou de commissariat. Non. Tout s'arrange d'abord entre eux et après, peut-être quand vous allez voir des cas, ce sont des cas exceptionnels où vous allez vous retrouver d'avoir des juridictions avec cette nationalité. Simplement parce que, en fait, on n'a pas montré aux étrangers qu'on accorde de la valeur à notre identité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va se retrouver en train d'être chiffonné. D'ailleurs, qu'est-ce que le Camerounais représente aujourd'hui pour un étranger au Cameroun? Qu'est-ce qu'il représente? Vous avez vu, il y a une note même qui est sortie d'un ambassadeur où il estimait qu'il y avait certains qui sont allés à l'étranger et qui ont utilisé des faux passeports, des Camerounais qui sont allés avec des faux passeports. Mais comment ils ont fait pour avoir ces faux passeports étant à l'étranger? Posez-vous simplement la question. Parce que vous devez comprendre que ce problème de corruption, ce faux-là, commence ses origines ici à partir du Cameroun. Et donc, par conséquent, même si vous êtes à l'étranger, voilà, ça s'étend jusqu'à l'extérieur. Et vous comprenez simplement que ce n'est pas facile, c'est pas difficile aujourd'hui pour quelqu'un d'avoir un document camerounais. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'il faut toujours revenir à la base. La base, c'est qu'il faut avoir un système qui sécurise l'identité des uns et des autres. Parce qu'à partir du moment où vous prenez notre identité, vous donnez ça aux étrangers. Vous voulez qu'est-ce que les gens en font? Aujourd'hui, regardez simplement, lorsqu'on utilise ces cartes SIM-là que vous avez, est-ce que vous savez que parfois, il y a des gens qui s'identifient avec votre numéro? Oui. Il y a des gens qui le font. Ouais. Mais vous vous posez la question comment? Et on se rend compte que comment ces maisons de téléphonie mobile acceptent que parfois, quelqu'un que vous avez votre numéro, mais on vous dit que le numéro a été identifié par une autre personne. Vous vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, au-delà du problème des hommes que Ismaël a posé tout à l'heure, du régime, du système, c'est aussi un problème un problème informatique. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité sur les documents. Tout à fait. Il est difficile d'être à douane, de savoir si on est enregistré, par exemple, sur un fichier en Ngaoundéré, et ainsi de suite. Donc la solution immédiate serait de revoir notre système informatique. Obligatoirement. Notre réseau. Voilà. Tout à fait. Obligatoirement, il faut... Maintenant, au niveau de la police, il y a des sanctions qui ont été annoncées pour ceux qui seraient surpris en train de faire de la fraude, même si dans la note, on s'adresse particulièrement aux officiers de police qui sont chargés de cette identification, entre autres. Mais parmi les mesures qui ont été annoncées, il est dit que désormais, les policiers devraient rejeter systématiquement les demandes des usagers âgés de plus de 30 ans, sollicitant leur première carte nationale d'identité sans justificatif. Est-ce qu'à partir de là, ça pourrait plus ou moins résoudre le problème? On ne manque pas de justificatif. Parce que dites-vous que c'est-à-dire que c'est comme une insulte pour nous. Parce que dites-vous que celui-là qui a d'abord fait la CNI, qui a d'abord pu se faire établir un acte de naissance, comment est-ce qu'il a justifié qu'il a des parents camerounais? C'est passé par où? Il a pu justifier par des... Cette mesure même est en marge avec même la loi. Oui. Il a bien pu justifier qu'il avait un parent camerounais que personne ne reconnaît, lui-même ne reconnaît pas. Il ne peut pas vous dire où est la tombe de ce père ou où tu demandes la tombe de sa grand-mère, il ne peut pas t'amener là-bas. Alors, si on vous dit qu'un Camerounais de plus de 30 ans qui vient pour la première fois, ben, il va te dire qu'il n'était pas au pays depuis. Il y a des Camerounais qui sont étant enfants, ils sont quittés ici à l'âge de 5 ans pour aller à l'étranger. Et maintenant, aujourd'hui... Mais là, ils ont acquis une autre nationalité. Non, il renonce. La loi dit, s'il renonce à l'autre nationalité, il peut acquérir la nouvelle nationalité. Imaginez que vous êtes déjà français, vous allez vivre à Nain pendant, par exemple, 15 ans. Et que vous avez acquis la nationalité indienne, vous renoncez à la nationalité indienne pour venir prendre celle du Cameroun, alors que vous conservez celle de la France. Parce que c'est un jeu d'intérêt à ce niveau. Donc, le système au Cameroun ne permet pas de contrôler votre cursus, votre curriculum vitae. Le système ne le permet pas. La seule chose qu'on va faire, c'est que le BUNEC, avec son budget budgétivore, devrait faire le travail qui est le sien. On a des jeunes qui sortent des écoles avec les diplômes d'informaticiens qui peuvent faire et qui doivent d'ailleurs être mis à contribution pour faire le job. Parce que si on était passé par là, aujourd'hui, je suis sûr qu'avec toutes les informations qu'on a dans l'acte de naissance d'un enfant, je ne suis pas sûr que si on a ça... Parce que si vous venez au poste d'identification, vous donnez votre acte de naissance, qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils scannent. Or, si on scanne et qu'il y a un système,
le système le reconnaît ou il le rejette. S'il ne le reconnaît pas comme étant propre, il le rejette simplement. Et puis, on vous convoque juste dans la salle, la pièce d'à côté, pour venir justifier. Et vous aurez donc l'occasion de nous dire qui étaient vos grands-parents, qui étaient vos oncles et vos tantes. Vous allez les appeler et également ils vont venir justifier comment, c'est un peu comme on fait la reconstitution d'acte de naissance au tribunal. N'est-ce pas? Les enfants depuis les 15 ans, vous passez chez monsieur le procureur de la République qui essaie de mener des enquêtes sur votre famille. Donc c'est comme ça que normalement les choses devraient se faire. Mais puisque aujourd'hui, j'espère que le chef de centre ne va pas subir également les foudres des fossoyeurs de la République qui sont principalement des personnes qui sont... parce que moi je vois derrière ça, je vous ai dit en tant qu'acteur politique, je vois en ça des manœuvres de fraude électorale. Parce qu'en sachant que le vivrier électoral du RDPC ne dépasse pas 2 800 000 Camerounais, si on ajoute ces étrangers que personne ne peut tracer, on peut se gonfler les chiffres. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, parce que pendant qu'on parlait du même dossier, il me dit, va à l'extrême nord. Tu vas trouver les tout pourris du Tchad qui sont à Kousséri. Tout le monde est mélangé, tout le monde est confondu. Il est du Tchad, il est tchadien, mais comme c'est la même famille, sauf que c'est la rive qui les a séparés, alors il est ici, il passe la journée à Kousséri, il va dormir au Tchad. Il passe la journée au Tchad, il vient dormir à Kousséri. Il peut facilement voter au Cameroun et il s'en va voter à Kousséri. Or, il ne peut pas justifier de sa nationalité camerounaise. C'est juste que, anthropologiquement, ils sont cousins des deux rives. Oui. Sauf que lui, il est né au Tchad, mais comme il passe la journée chez ses oncles et ses cousins au Cameroun, il peut encore facilement se faire établir. Or, si on avait un système sécurisé, et c'est comme ça, ce vivrier électoral de la fraude entretenu par le RDPC, parce que comme j'ai dit, on connaît déjà les personnes qui peuvent voter pour eux, ils ne dépassent pas 2 200 000 personnes. Vous n'êtes pas quand même dans le RDPC vous n'êtes pas quand même dans le RDPC pour avoir autant de chiffres. Comme l'élection Cameroun refuse de le faire, qui ne pense pas qu'ils sont les seuls à avoir les données. Nous aussi, nous avons, les résultats sont de chaque année, on compte ensemble et on voit. Donc, ils savent qu'on ne peut pas, si on va sur le vivrier électoral, on va les damer parce qu'aujourd'hui nous atteignons les 10 millions d'inscrits sur les listes électorales et à 2 millions, c'est pas possible pour eux. Ils sont donc obligés d'aller grappiller en faisant des fraudes pour pouvoir avoir des électeurs que personne ne peut tracer. Madame Mayo, vraiment, ce problème d'identification ne relève pas d'une affaire politique. Justement, d'un parti politique quelconque. Surtout de l'aspect sécuritaire. Non, effectivement. Et en même temps, ce problème d'identité relève proprement des Camerounais. C'est un fait social qu'il faut prendre beaucoup avec du sérieux. Il ne s'agit pas ici du RDPC, ni du PCN, ni du MSC, parce que tous, nous en souffrons par rapport à ce problème-là. Quand on dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui viennent facilement s'identifier, qui ont des cartes nationales d'identité, alors qu'il y a des Camerounais qui ont engagé des procédures pour avoir les cartes nationales d'identité, mais qui ne les ont pas jusqu'aujourd'hui. Pendant ce temps, vous voyez un étranger qui a déjà sa carte nationale, il va vous dire même qu'il a fait 1 semaine ou 2 semaines pour l'avoir. Pendant ce temps, vous passez des années, des mois à avoir une carte nationale. C'est ça le réel problème. Mais maintenant, aujourd'hui, on nous a fait comprendre qu'effectivement, on a essayé de formatiser le processus d'identification des pièces nationales d'identité. Mais maintenant, est-ce que ce processus-là marche aujourd'hui? Posons-nous la question. Peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà passées par là. Vous avez vu comment on a inauguré ça ici en grande pompe. C'est vrai que je suis passé là-bas une fois, mais je me suis posé la question. Je me suis posé la question, mais est-ce que c'est vraiment un poste d'identification dans la mesure où il n'y a pas tellement d'affluence? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est vraiment un poste d'identification tel qu'on nous avait présenté? Non, ils fonctionnent sur rendez-vous, un peu comme pour les passeports. Donc pas besoin d'affluence. Même s'ils fonctionnent sur rendez-vous, regardez simplement l'affluence au niveau des passeports. Et les gens sont en rang. Les gens sont en rang. Ne dites pas que c'est parce que c'est une question de rendez-vous.
il peut arriver qu'on prend un rendez-vous, le même rendez-vous qu'on donne, c'est le même rendez-vous qu'on a donné à l'autre. Donc forcément, vous allez vous retrouver à la même heure, au même lieu. Donc vous n'allez pas me dire que c'est parce que, effectivement, c'est une question de rendez-vous. Non. Mais je dis simplement qu'il faudrait que ce soit parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui souffrent. Heureusement, ça il faut aussi le préciser, que le délégué général de la Sécurité nationale avait pris des dispositions là-dessus. Que par exemple, ceux qui ont des récépissés qui sont déjà périmés, ils peuvent se balader avec ça, même s'il est vrai que dans certains postes de contrôle, il y a certains policiers véreux qui décident parfois d'arnaquer les usagers tout en prétendant regardez regardez la qualité de l'encre. Regardez la qualité de l'encre. À peine on voit ma face. Là, c'est le récépissé. C'est mon récépissé. C'est le récépissé. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez déjà la pièce d'identité, donc. Non, j'ai dit que je ne l'ai pas regardé. Non, mais on l'a rénové. La loi dit, nous sommes des juristes. La loi de 2016 dit, quand vous allez au poste d'identification, vous payez 1000 francs pour les termes et 1800 pour la photo. On vous délivre un récépissé qui a une validité de 3 fois éventuellement renouvelable. C'est ce que la loi dit. Aujourd'hui... Mais nous sommes plus dans ce système-là. Non, aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passe. Moi, j'ai des frères qui ont reçu leur CNI, qui ont fait en 2020. On leur a donné les nouvelles CNI avec la date de 2020 là-dessus. Ils ont reçu en mais c'est ce que moi-même j'ai eu. Ils ont reçu en mai 2025. Une CNI qu'il a fait en 2020. Il reçoit en mai 2025 avec la date d'expiration de 2030. Il n'a pas eu le bon couloir. Ça résume ce que vous disiez chacun, que c'est un problème de système. Il faut désengorger. Même l'encre. Il faut désengorger même le l'encre système. pour imprimer ça. Il faut un peu faciliter l'accès aux pièces, aux titres identitaires aux Camerounais et durcir un peu aux étrangers. Maintenant, il nous reste quoi ? Une minute chacun pour sortir. Quelle proposition, quelle solution pour que ce problème qui est présenté pour l'instant comme un fait, pourtant très grave, ne se reproduise pas dans les prochaines semaines. C'est vrai que là, on a ciblé les Nigérians. Mais Ismaël disait tout à l'heure qu'il n'y a pas que les Nigérians qui essaient d'acquérir la nationalité camerounaise. Quelles mesures urgentes à prendre rapidement ? La mesure urgente qu'il faut prendre très rapidement, c'est de sécuriser le système d'identification. Très facilement. Et je dis, ceux qui demandent la nationalité devraient obligatoirement, comme ça se passe ailleurs, devraient obligatoirement être soumis à une enquête de moralité. Ça, honnêtement, parce qu'il est inadmissible. Vous voyez les gens qui nous tuent là dans les quartiers. Parfois, vous avez l'impression qu'ils sont inhumains. Ce n'est pas forcément des Camerounais. Ce sont des étrangers, pour la plupart des cas. Et comment ils ont fait pour entrer ici ? Le Cameroun ne doit pas être un Cameroun de fourre-tout. Ça doit être un Cameroun avec une certaine rigueur. Un Cameroun où on applique la loi. Un Cameroun où on ne se croit pas tout permis. Un Cameroun qui est réglementé par un système de sécurisation des données des Camerounais. Est-ce qu'il faut aussi filtrer les entrées ? C'est par là que ça commence. Les entrées même, pas tant que ça. Pas tant que ça pour les entrées, parce que tout commence, moi je dis, tout commence par le système des actes de naissance. Parce que c'est à partir de l'acte de naissance que vous faites établir la carte nationale d'identité et que vous faites également établir les passeports. Parce que c'est ça, en fait, c'est pour obtenir le passeport camerounais que tous ces gens commettent ces gaffes. Maintenant, si le BUNEC ne peut pas, avec tous les moyens qu'on met à sa disposition, sécuriser les actes de naissance des Camerounais, ça veut dire que tout ce beau monde doit démissionner ou bien on va simplement et purement dissoudre cette institution. Maintenant, pour revenir, la sécurisation des frontières. N'oubliez pas que la sécurisation des frontières est faite toujours par des Camerounais qui, la plupart, sont encore véreux. Parfois, ils sont de l'autre côté. Le CNI vient, le CNI le trouve chez eux. Ils entrent au Cameroun avec la CNI alors qu'ils n'étaient même pas là au moment de l'établissement. Donc, il faut renforcer les mesures. Renforcer. Et si monsieur le DGSN pense que c'est une tâche trop difficile pour lui,
on lui donne l'occasion de prendre sa retraite parce que c'est le seul homme au Cameroun. On s'est rendu compte qu'il envoie ses enfants à la retraite, les enfants de 60 ans, alors que lui-même à 94 ans est toujours en fonction. Merci Ismaël, donc merci également. Une différence de 34 ans. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Mais sortons avec ce clin d'œil à nos partenaires, notamment United Express qui, à l'occasion de la célébration de la 139e édition de la Fête du Travail, a tenu à célébrer et remercier ses employés qui, chaque jour, contribuent à polir l'image de marque de l'entreprise par leur rigueur au travail. Un 1er mai chez United Express, illustration dans cet élément que je vous invite à suivre. C'est dans une ambiance bon enfant que les employés de United Express se sont retrouvés après le défilé à la place de la Besséquet, au siège de l'entreprise à Akwa-Douala, pour célébrer la 139e édition de la Fête du Travail. Pour eux, le 1er mai n'est pas seulement que festif. The day is very important because due to this day we can celebrate the hard work of the workers of United Express, and United Express can show to the world that they have a happy workers and the services they provide for both their clients and the workers. They can advertise the services to the world and to other people that are not aware of United Express. Since 2017, we have been celebrating with the company, and he has given us the chance to grow with us, and we have learned a lot with the United Express. So celebrating today is not a new thing, but it's at least it's a great day for laborers like us, United Express, both all the sectors in the United Express. So we are very happy. We celebrate togetherness as the name that called United. So as one, we celebrate as one family. L'important de cette journée pour nous, c'est de mettre en avant déjà le personnel United Douala et expérimenter dans le domaine du service mail. C'est-à-dire, pour nous, le défilé, c'est de faire comprendre à certaines personnes qui sont encore dans le doute que notre entreprise reste la meilleure entreprise dans le service, non seulement de voyage, et aussi pour les envois et retraits des colis. Des travailleurs acharnés dévouent à l'entreprise, car United Express, c'est plus qu'une famille. We have gotten a lot of encouragement from our hierarchies and the owner of the company. He has given us the opportunity to express ourselves today and our and he has given us the guarantee that he is with us as family. He will promote our skills and encourage us. Notre patron nous a demandé de rester dans l'humanité, de rester confiant et serein, de toujours croire à l'entreprise, d'aller de l'avant et de donner le meilleur de nous pour pouvoir faire développer davantage l'entreprise. Conscient des défis que font face ces hommes et femmes au quotidien pour l'entreprise, le top management ne lésigne pas sur les moyens pour créer des conditions de travail favorables. Un employé heureux est un employé qui va donner le meilleur de lui. Chez United Express, la priorité, c'est l'employé. Alors, le top management de United Express a toujours mis en œuvre et en place toutes les conditions, tous les moyens possibles pour que l'employé soit à jour et à l'aise. Ce qui fait en sorte que ce que nous recevons, nous le retransmettons directement à nos passagers. C'est la raison pour laquelle chez United Express, le passager est toujours à l'aise, il est toujours rassurant, il se sent toujours en sécurité quand il est parti d'une ville à une autre, c'est-à-dire de Douala pour Yaoundé ou comme de Yaoundé pour Douala. Cette fête du travail est aussi une occasion pour United Express de remercier chaque membre de la chaîne qui s'attelle à polir l'image de marque de l'entreprise, et aussi pour les passagers qui auront droit dans les tout prochains jours à une nouvelle flotte de bus pour une expérience unique de voyage. Le top management a mis les petits plats dans les grands pour que chaque employé, du plus petit au plus grand, car c'est cette chaîne-là qui fait en sorte que l'entreprise fonctionne. C'est-à-dire du dernier grain, du dernier maillon au maillon le plus fort. Nous sommes heureux, nous sommes contents de toujours œuvrer et de travailler pour les Camerounais qui sont ceux-là
pour qui nous sortons tout le matin. Donc nous disons encore merci à nos employeurs, merci à notre hiérarchie, merci au top management de United Express pour tout ce qu'ils font pour nous les employés. Dans les prochains jours qui arrivent, nous donnerons encore le meilleur d'entre nous. Nous avons une très grosse flotte que nous nous apprêtons à déployer pour servir encore nos clients, et une flotte d'une très grande capacité, surtout dans les termes sécuritaires et puis confort. United Express, the new pride of Cameroon.